Bonjour, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Yes, good. Merci pour l'introduction. Mon nom est Jonial Gagné-Lorrain. C'est une présentation que je pense qui va être super intéressante parce que PKI, c'est pas un sujet qui est énormément présenté à l'intérieur des conférences de sécurité. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être discuté un peu plus. Puis je voulais faire part un peu d'une réflexion que j'ai eue dans la dernière année suite à certains travaux dans mon emploi. Et ça va comme ça. Donc, mon nom, Joniel Gagné-Lorrain. Je suis un professionnel de TI depuis maintenant 10 ans et je travaille aussi depuis maintenant 10 ans chez Square Enix Europe, qui est une compagnie qui fait des jeux vidéo. En sécurité officiellement depuis 3 ans, mais je m'intéresse à la sécurité informatique depuis maintenant beaucoup plus longtemps. J'ai accès depuis 2010. Je suis un Certified Ethical Hacker et aussi un gamer dans l'âme et au travail. Donc, peut-être que certaines personnes dans l'audience qui n'est pas tout à fait, qui ne connaît pas vraiment c'est quoi un PKI ou un PKI et qui se demandent un peu qu'est-ce que ça fait dans la vie. Et non, on ne va pas parler de piqué sous ban. Aujourd'hui, ce n'est pas un talk sur le hockey. Désolé s'il y avait de la confusion. Bon, on parle bien sûr de Public Key Infrastructure ou une infrastructure de key public. Cette infrastructure-là fait la gestion de certificats, fait que ce soit la création, signature, révocation, le cycle de vie des certificats. Il va y avoir deux types, soit le public, qui est une autorité de certificat ou un CA. On peut penser à DigiCert, Microsoft, Google. Mais aussi, il y en a dans le privé, dans les entreprises, un PKI d'entreprise, que ce soit Microsoft, HashiCorp Vault, il y en a beaucoup. Plusieurs implémentations qui peuvent être faites à l'intérieur de l'entreprise. Et il y a plusieurs types de certificats, trois majoritaires certificats d'encryption. Le fameux certificat TLS qu'on retrouve dans les serveurs web pour encrypter la communication entre le serveur et le client. Certificat de signature. Ça pourrait être, admettons, DKIM, pour donner peut-être un exemple, qui est un protocole de protection d'envoi de courriel, où est-ce que le courriel ne sera pas encrypté en lui-même. Le contenu n'est pas encrypté, mais il y a une signature qui est ajoutée pour s'assurer que de la provenance, en fait. Et le courriel est signé par le certificat privé et le certificat public se retrouve dans le DNS et va être cherché par le receveur pour confirmer que c'est bien un courriel de la source. Et il y a les certificats d'identité. Finalement, ça remplace le nom d'utilisateur, mot de passe, que ce soit pour un utilisateur, un appareil. C'est là pour donner une identité de la personne ou de l'objet. Fait que ma présentation, je vais diviser ça en trois parce que je vais présenter certaines menaces que j'ai identifiées à travers mon travail et donner aussi des solutions parce que je pense qu'il y a beaucoup de solutions possibles pour améliorer la sécurité d'un PKI. Et je veux terminer avec une petite partie sur la confiance parce que je pense que c'est super important. Puis on ne prend pas nécessairement conscience de comment la confiance est importante envers un PKI. Et ça va être la dernière section qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si on commence par les menaces, la première menace que je vais identifier, c'est le vol de certificat d'identité. Comme un nom d'utilisateur mot de passe, s'il est volé, on peut accéder à des ressources. Bon, il y a tout le MFA au niveau du nom d'utilisateur mot de passe, mais au niveau des certificats, ça ne veut pas dire nécessairement que d'autres protections qui sont mises en place parce qu'on a des fois la tendance à penser qu'un certificat simple est assez sécuritaire. L'exemple que je vais donner, c'est, admettons, un cellulaire tout à fait moderne et fonctionnel dans notre écosystème d'aujourd'hui. Bien, si on lui donne un certificat, ce certificat-là peut donner accès, admettons, au VPN, au sans-fil, à, admettons, des applications qui sont publiées par Azure Application Proxy. Et c'est probablement le MDM, le Mobile Device Management, qui va générer ce certificat-là au nom de l'employé pour identifier cet employé-là ou l'appareil vis-à-vis ces services-là. Mais si l'implémentation de ce certificat-là n'est pas bien fait sur l'appareil, ben ça serait facile pour un attaquant de seulement prendre le certificat, l'installer sur son appareil et accéder au service. Et là, encore là, je vais mettre le bémol que ça va dépendre de l'implémentation. Parce qu'il y a des implémentations qui sont sécuritaires, mais il y a aussi des implémentations faciles qui ne sont pas sécuritaires.
Si on parle de la menace numéro 2, signature des exécutables. Parce que, encore là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le marché. Mobile, toutes les applications sont signées, en tout cas, les applications du Apple Store, Google Play, sont signées. Dans l'écosystème PC, par exemple, il y en a un peu moins. Il va y avoir certains drivers qui vont être obligés d'être signés, et ainsi de suite. Mais ça peut être une façon de se protéger aussi, d'identifier les bonnes applications contre les mauvaises applications. Et si vous avez des développeurs internes, ben peut-être que ces développeurs-là vont dire le moment où est-ce que vous allez mettre en place, admettons, AppLocker, qui est un système pour barrer quelles applications peuvent s'exécuter sur la machine. Ou autre minute, là, barre pas mes applications, là, c'est des applications que nos employés ont besoin. Ben, je vais signer ces applications-là et comme ça, tu vas pouvoir les whitelister dans le système de AppLocker, admettons. Ben, si le certificat se retrouve sur le bureau de la personne qui n'est pas protégée, ça serait facile pour encore là un attaquant de juste venir, prendre le certificat, partir avec et signer ses propres applications. Fait que là, tu pourrais avoir un malware qui va s'exécuter sur tout le parc informatique, qui est signé par le certificat de notre développeur et compromettre le parc au complet. Fait que dans les cas d'admettons AppLocker Privilege Management, on a la problématique que ça va être bypassé au complet. Encore là, implémentation, il y a des façons de sécuriser ça un peu plus. On va voir ça un petit peu plus tard. Et la menace numéro 3, c'est la génération de certificats. Parce qu'on ne devrait pas être capable de générer ou signer un certificat facilement. Là, on pourrait penser, admettons, à Let's Encrypt, qui est quand même un processus facile. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais c'est un processus super facile pour j'ai un site web, je veux le mettre en HTTPS, j'utilise Let's Encrypt, et par magie, j'ai un certificat qui est là, qui est renouvelé à chaque 3 mois. Yes! Mais il y a quand même un processus de validation qui est fait. C'est pas n'importe quoi. Je ne peux pas dire j'ai office.com et je vais avoir un certificat par Let's Encrypt. Ben, c'est un peu le cas ici que je veux exprimer. Où est-ce que si un attaquant à l'intérieur de l'entreprise est capable de générer un certificat pour étoile.office.com, qui, si vous utilisez Office 365, c'est le portail pour accéder à tous vos courriels, ben, en déployant un serveur qui pourrait être utilisé comme un man in the middle, on n'a même pas besoin d'infecter les postes des utilisateurs. Automatiquement, tous les courriels passent là, on est capable de tout voir et l'attaquant est capable de regarder. Et on voit aussi que des technologies de sécurité comme le MFA ou la géolocalisation ou le behavioral peut être complètement bypassé par cette technique-là parce que ça vient de l'intérieur de l'entreprise, c'est une session autorisée par un employé, MFA déjà passé. C'est super facile finalement. Donc, c'est peut-être grim un peu qu'est-ce que je viens tout de parler, mais il y a des solutions. On est capable de protéger. Première solution, et là je reviens à l'exemple de Let's Encrypt, où est-ce qu'on peut avoir des certificats de courte durée et d'avoir de l'automatisation. Ça serait facile, admettons, avec un MDM, on a un appareil qui a besoin de se connecter au VPN. L'utilisation typique, c'est 8 heures. Est-ce qu'on a besoin de générer un certificat d'identité? Ici, ça va être un certificat d'identité pour 3 mois. Ou est-ce que là, on donne une opportunité, si le certificat est volé, que pendant 3 mois, il peut être utilisé pour accéder à nos ressources? Non. Peut-être qu'on peut faire un certificat pour 9 heures, 10 heures, et que le lendemain matin, automatiquement, par le MDM, il y a un nouveau certificat qui va être généré pour l'appareil, pour que l'utilisateur puisse encore là, de nouveau, réutiliser les ressources de l'entreprise. Donc, on donne une fenêtre d'opportunité aux attaquants beaucoup plus limitée pour accéder aux ressources, tout en ayant les utilisateurs qui sont capables d'utiliser le système sans devoir installer un certificat à chaque moment. On peut automatiser ça. La deuxième solution, c'est le Hardware Secure Module, ou HSM. C'est un appliance qu'on retrouve à l'intérieur de l'entreprise qui garde en sécurité les certificats privés. Puis généralement, le besoin qu'on va utiliser, c'est la signature de certificat. Donc, le PKI,
fort généralement, l'intermédiaire va demander au HSM, j'ai besoin de signer telle information, voici les vérifications que j'ai faites, il y a un processus au complet, et ça va être signé et retourné à l'intermédiaire. Mais on peut faire tellement plus avec un HSM, comme signature de code, pipeline CI/CD. On peut faire dans le pipeline static code analysis, dynamic code analysis. On peut faire toutes les vérifications qu'on veut pour s'assurer que le code soit valide et bon, et après ça, le signer automatiquement. Ça pourrait être aussi, admettons, signature de courriel, encryption de données. Il y a beaucoup d'opportunités avec un HSM d'avoir des processus et de sécuriser ces processus-là le plus possible. Et je vais faire un petit parallèle au mobile. Dans les mobiles, on retrouve de plus en plus ce style de puce-là ou de système, comme entre autres iOS, c'est qu'est-ce qui est en arrière de Touch ID, qui est le Trusted Store, je ne me souviens pas exactement le nom, mais avec ce système-là, on peut aussi mettre des certificats à l'intérieur du mobile. Fait que quand on parlait du MDM à l'implémentation, on pourrait dire génère la clé privée à l'intérieur de cette enclave-là sécurisée, où est-ce que ce certificat-là privé ne peut pas sortir. Ça n'existe pas, il n'y a pas de chemin pour sortir. Génère-le ici, la clé publique, je vais aller la faire signer par mon routier, mon intermédiaire, et c'est comme ça qu'on va créer une session sécurisée. Mais la clé privée, elle ne va jamais sortir de cette enclave-là. Donc, c'est un peu ça le principe ici. Et la solution numéro 3, ça va paraître peut-être un peu bizarre, mais ce n'est pas une solution technologique. Un PKI doit reposer sur une politique et des procédures. Et la politique est l'affaire la plus importante parce que c'est ça qui va définir, par exemple, le cycle de vie de vos certificats. Qu'est-ce qui se passe de la création, de la signature, de la révocation, de la fin de vie du PKI au complet? Il va y avoir plusieurs contrôles aussi qui vont devoir être mis en place, administrative, sécurité opérationnelle, technique, parce que ces contrôles-là vont définir comment sécuriser, comment utiliser le PKI, dans quel contexte, et ainsi de suite. Et toujours à la fin, l'audit, parce qu'il faut tout le temps auditer, il faut tout le temps vérifier, est-ce qu'on fait vraiment la bonne chose? Est-ce que le système est aussi sécure qu'on le pense? Et là, bon, ça paraît un peu moins, mais en arrière-plan, j'ai mis des exemples de politiques réelles. Parce que les politiques de CA public, c'est des politiques publiques. On peut aller les voir, on peut les consulter et on peut les utiliser quand on a besoin de le faire à l'intérieur de l'entreprise, le modifier, l'ajuster. Et ça, on va voir ça dans ma section confiance. Parce que le PKI repose entièrement sur la confiance. On pourrait dire que la politique du PKI est le mode d'emploi. Comment est-ce qu'on utilise le PKI? La technologie, c'est le résultat final. Mais la confiance, c'est le cœur du système. Parce que si vous n'avez pas confiance en votre PKI, ça ne va pas vous donner beaucoup d'avantages de l'avoir. Et cette confiance-là est hiérarchique. Elle doit être haute en haut et elle peut être plus basse en bas. L'exemple, votre certificat root. Votre confiance doit être presque ultime parce que cette clé-là donne accès à tout en bas et peut générer tout en bas. Mais si votre certificat serveur se fait compromettre, ben c'est seulement ce certificat qui est compromis. Il n'y a pas d'autre chose, ça ne peut pas remonter. Et la confiance est variable et adaptable à l'entreprise. Là, je donnais l'exemple de Microsoft DigiCert et Google. C'est des politiques de 60 à 90 pages. On n'a pas besoin de ça à l'intérieur d'une entreprise. On peut aller un peu plus sommairement. Et selon le type d'entreprise, si une usine de fabrication, admettons, de papier toilette contre une banque n'a pas les mêmes besoins de confiance envers son PKI. L'usine de fabrication, peut-être que c'est pour sécuriser les communications internes entre les appareils. Admettons du SCADA, si ça fait de l'encryption. Mais une banque, peut-être que ça va l'utiliser pour encrypter les données personnelles dans le SAN. Il y a 2 degrés ici.
Fait qu'il faut faire attention là-dessus. Et quand je parlais que la confiance est variable, ça, c'est 3 CA publics qu'on a tous et chacun à l'intérieur de notre browser, de notre système d'opération, qu'on trust, qu'on a une confiance. Eux autres sont à l'intérieur de notre Trusted Root Store. Mais savez-vous qui d'autre aussi est là? Le Hong Kong Post Office. Je ne sais pas vous autres, mais j'ai un peu moins confiance. Et en voici un autre. Le JPKI. C'est le gouvernement de Taïwan. Le gouvernement de Taïwan. J'ai encore moins confiance. Parce que ça veut dire qu'un gouvernement peut générer n'importe quel certificat. N'importe quel certificat. À n'importe quel moment. Oui, ils ont une belle politique qui dit qu'ils ne vont jamais faire ça, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui garantit? Rien. C'est la confiance qu'on a envers ces entités-là. Et je suis sûr et certain que Mozilla, Google, Microsoft regardent peut-être un peu plus eux autres que DigiCert. Parce que DigiCert ont une bonne historique. Eux autres, un peu moins. Donc, en conclusion, créer votre politique autour de votre PKI, c'est super important. Je voudrais passer beaucoup plus de temps dessus, mais peut-être un prochain talk. Mais votre politique, c'est là que vous allez définir votre vie au complet de votre PKI. Parce que votre PKI, là, il va peut-être durer 8 ans, 16 ans, on ne sait pas. Il y a une longue durée de vie. Donc, vous devez définir comment toute cette vie-là doit être faite parce qu'une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Votre routier, une fois qu'il est créé, qu'il est signé, si vous voulez le changer, vous voulez le changer au complet. Il n'y a pas de modification de certificat. On ne peut pas revenir en arrière. Vous créez des procédures bien définies, basées sur votre politique, comme ça vos sysadmins savent exactement quoi faire, dans quelles conditions, et ainsi de suite. Il ne faut pas prendre la sécurité du PKI pour acquis. Je viens de dire que votre PKI va durer plusieurs années. Peut-être qu'à l'an 1, il est très sécuritaire, vous avez confiance, une confiance véridique. Ben, rendu à l'an 8, est-ce que la même confiance est là? Est-ce que la même sécurité est là? Pas nécessairement. Protéger les clés privées, bon, je pense que c'est assez évident ici. Auditer votre infrastructure et ses activités. Je pense que c'est la chose probablement qu'on a peut-être à l'intérieur du TI, peut-être la plus de difficultés à faire. Mais on doit le faire de plus en plus. Et le PKI est quelque chose de super important parce que la journée que vous allez voir un certificat qui va être échu pour Office.com, il y a un problème. Vous devez réagir là-dessus rapidement. Et votre niveau de confiance avec votre PKI dictera le degré de sécurité de ces certificats. C'est quand on dit qu'il y avait une hiérarchie de certificats et de confiance. C'est exactement ici. Et je vais vous laisser ces mots. Un PKI protège les communications de votre entreprise, identifie vos employés et signe vos applications. Ce sont beaucoup de secrets qui reposent sur la sécurité d'un système. Voici un parallèle pour vous aider à imaginer ce que ça veut dire. Est-ce que vous allez divulguer vos secrets personnels à une personne dont vous n'avez pas confiance? Merci.